Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent Galen et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est dédié donc au design UX et UI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Marbach. Bonjour Laurent. Bonjour David. Donc David va bien entendu se présenter et ensuite on débouchera sur le sujet. À toi David, je t'écoute. Nous t'écoutons, pardon. Donc bonjour à tous. Donc en termes de formation, moi, j'étais à l'école de design. J'ai fait un passage à la fac, un gros passage puisque j'ai fait une maîtrise d'anglais avant. Donc l'école de design avec une formation en web design, ergonomie, IHM et psychologie cognitive. D'accord. Ensuite, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans une agence de stratégie digitale qui s'appelle Intuiti à Nantes, où j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du SEO, j'ai fait du web marketing, de la formation, pour me fixer vraiment sur l'UX design, disons, à mi-chemin. Je suis resté 8 ans dans cette D'accord, agence. très, très formateur donc. Voilà, on travaille plein de clients, plein de problématiques, plein de secteurs, donc ouais, effectivement, c'est très formateur. Alors justement, c'est ce qui est frustrant en agence, c'est que on touche à beaucoup de choses, mais on va jamais au fond des choses. Je connais un peu, oui. On ne peut pas vraiment travailler en continu sur un produit, on maîtrise pas non plus un sujet vraiment à fond. Donc je me suis tourné vers le monde de l'annonceur, comme on dit. J'ai rejoint Sarenza en 2014, donc comme UX designer et puis petit à petit comme lead UX et comme responsable UX. Et donc je suis resté 4 ans chez Sarenza et après je trouvais que le e-commerce c'était beaucoup trop simple. J'avais envie d'un challenge, un vrai sujet UX. Et donc j'ai rejoint lesfurets.com il y a un an. Alors en termes de challenge, c'était quand même assez gratiné puisque je ne sais pas si tout le monde connaît les furets, donc c'est un comparateur d'assurance avec un vrai challenge qui est comment on peut faire de l'UX une expérience agréable quand en fait les users ne veulent pas être là. Des formulaires de 50 questions qui sont voilà, chiantes comme la mort, des produits qui sont très compliqués, des contraintes des partenaires assureurs. Donc voilà, en termes de challenge, on est assez bien servi. Et donc chez les Furets, ma mission, c'est de mettre en place une équipe UX UI, puisque avant que j'arrive, il n'y avait personne. On passait directement d'un PO, un PM qui a une idée, bing, en développement. D'accord. Donc, pas d'inflexion du tout sur le client, même sur le design. Donc, D'accord. d'où Et donc là, t'es resté combien de temps tout seul? je suis resté, alors assez vite, j'ai pris un freelance en UI avec moi. D'accord. Là, on est une autre personne qui est UX, UI avec nous. On recrute un UX en plus, un UI à venir. Donc l'idée, c'est que ça se développe assez vite. Donc voilà, mettre en place une équipe, mettre en place aussi donc, les process. Parce que l'idée, c'est que quand on arrive un peu dans le process, l'idée, c'est pas de ralentir tout le monde, mais faire en sorte que ça soit aussi plus fluide et tout. Et puis mettre en place aussi tout ce qui concerne la recherche utilisateur. Donc faire en sorte que justement, on comprenne mieux nos clients, on sache un peu plus qui ils sont, ce dont ils ont besoin. Et c'était d'ailleurs mon premier chantier. Même avant de commencer à mettre en place les process, c'est déjà commencer par faire la recherche. Voilà, D'accord. donc mettre en place des tests, etc. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, avec David, nous allons débattre d'un sujet qui risque d'intéresser beaucoup de personnes, le design thinking, comment adapter la théorie en entreprise. Donc David va commencer par nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le design thinking, et puis ensuite on élargira au fur et à mesure de l'interview le côté agence, entreprise, voilà, depuis quand il le pratique, le design thinking dans la durée, voilà, etc. Pas mal de sujets. Vas-y David, on t'écoute. D'abord, qu'est-ce que c'est pour toi le design thinking? Alors c'est un sujet qui est assez vaste, donc je vais essayer d'être super rapide. Pour moi, il y a plusieurs principes. Donc pour moi, le design thinking, c'est pas une méthode au sens où, comme peut l'être l'agile avec des rituels, des rôles, des instances très codifiées, c'est plutôt un ensemble de principes, une approche générale pour résoudre des problèmes.
Ça, c'est D'accord. vraiment le point clé à mon sens. Euh, il y a plusieurs principes clés. Le premier, c'est tout parle du client, tout parle de l'humain. Avant, pour faire l'innovation, c'était l'innovation technologique. C'est des ingénieurs qui essaient d'explorer un peu des pistes pour améliorer les produits. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était aussi intéressant de regarder enfin, du côté du client, c'est de mieux le comprendre, de créer des expériences plutôt que des produits et vraiment d'être dans une logique anthropologique, c'est-à-dire qu'on va aller observer les clients, les comprendre, savoir qui ils sont, comprendre leurs besoins. C'est pas leur demander ce qu'on doit faire, hein. C'est Mhm, vraiment les mhm. observer et voir s'il n'y a pas des usages qu'on pourrait créer, des produits qui seraient vraiment adaptés à ses besoins, à ses problèmes. Donc il y a cette première chose, c'est être vraiment centré sur le client et pas juste au départ, c'est-à-dire tout le temps. Effectivement, tout part du client, mais on va l'intégrer vraiment comme quelque part un membre de l'équipe D'accord. au début du projet ou en amont, pendant qu'on fait des prototypes et puis en aval. Donc c'est vraiment le user, il fait partie intégrante de l'entreprise. Du process et de Voilà. l'entreprise. D'accord. Ensuite, il y a un point qui est clé, c'est sur la collaboration. C'est-à-dire que dans la logique du design thinking, c'est que les projets maintenant, les sujets sont tellement complexes qu'il n'y a pas une expertise tout seul qui va comment, y répondre. Donc on va vraiment essayer de faire ensemble, travailler de manière collaborative, donc faire travailler plusieurs disciplines en même temps. Donc dans le cadre d'un projet Tu parles digital. de discipline de personnes au sein de l'entreprise? C'est ça, voilà. D'accord. Alors moi je connais plus la partie digitale, c'est-à-dire que bah, on va intégrer des développeurs, des ingénieurs, de la data, des designers, des PM, des gens du marketing sur un projet donné. D'accord. Donc c'est vraiment une logique collaborative au sens où on est tous synchronisés. L'idée c'est pas de faire un cycle en V où par exemple le chef de projet va cadrer le projet, le designer va faire le design, l'UI va faire les maquettes et le développeur 6 mois après va faire le développement. C'est vraiment on travaille ensemble, on est limite colocalisé Hmm. et on est tous impliqués à chaque étape. D'accord. Parce qu'un designer, il va pas forcément pouvoir penser à tout. Il va être spécialisé dans son scope, dans son périmètre, et il ne va pas forcément connaître toutes les contraintes techniques, business, Absolument, les oui, tout à enjeux. fait. Donc Ouais. voilà, Ouais. l'idée Hmm. c'est de faire collaborer tout le monde. Et puis il y a une autre logique importante, c'est l'itération. C'est-à-dire que l'idée c'est pas on pense pendant des mois à quelque chose et ensuite on va designer. C'est vraiment c'est design in order to think. C'est-à-dire que c'est en designant, en faisant des choses, qu'on va aussi affiner notre compréhension des clients. On fait des prototypes, des maquettes, on va les tester. En fonction de ce qu'on a appris, on va peut-être changer un peu de braquet et faire évoluer les choses. Et c'est vraiment dans l'itération, assez vite, qu'on va pouvoir affiner notre solution. D'accord, Voilà. ok. Normalement, c'est un peu le cas de tout le monde. Je sais pas, en tout cas des entreprises dites modernes ou des entreprises, je sais pas, des grandes entreprises du style Google ou je sais pas, Airbnb. Je pense que ils fonctionnent un peu comme ça. Il fonctionne comme ça. Alors, moi, j'ai parlé à un directeur de Google X. J'ai fait un événement et en fait, il me disait que chez eux, il y avait deux types d'innovation. L'innovation, effectivement, centrée sur l'humain, c'est qu'on part des besoins, des attentes ou des comportements des gens. Et il y a un autre type d'innovation, en gros, c'est la technologie. Pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de techno. Hmm. Comment on peut D'accord, mixer des technos pour créer l'innovation. d'accord, ok, On d'accord. prend Doctolib par exemple, c'est voilà comment on peut appliquer l'ubérisation sur le domaine médical. Hmm, hmm, Voilà. hmm, hmm. Donc en fait, il y a ces deux approches qu'il faut. C'est pas que on regarde ce que le client fait, c'est aussi qu'est-ce qu'il est possible de faire. D'accord, ok. Et du coup, tu penses que le design thinking peut répondre à ça? Il peut répondre parce que en fait, c'est aussi une manière de dérisquer un sujet. Il y a beaucoup d'exemples où, imaginons que chez les Furets, on décide de mettre en place un call center. Ça, c'est le patron qui a dit ça. Il a une super idée, parce que c'est un visionnaire. Il veut mettre en place ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constituer une équipe, des conseillers téléphoniques, mettre en place une cellule, une logistique, etc. Ça va mettre beaucoup de temps à être développé. Bien sûr. Et puis, au bout de 6 mois, voilà, le temps de recruter les gens, de les former, tester la plateforme, recruter peut-être des locaux. Au bout de 6 mois, on va lancer le truc, et ça se trouve, personne va appeler. Alors que parce qu'il n'y a peut-être pas de besoin. Hmm, Donc hmm, c'est aussi hmm. une manière de dérisquer les choses, de dire déjà on va peut-être tester très tôt notre prototype. En gros,
Il y a aussi une logique qui est tout est hypothèse. Un peu importe l'idée, qui a eu l'idée, d'où elle vient, peut-être qu'elle paraît géniale. Si elle n'est pas validée par le test, ça reste une hypothèse. On est d'accord, ouais, tout à Voilà. fait, d'accord. Donc c'est aussi une manière, d'innover, parce qu'on va vraiment partir de la réalité des gens. Et le deuxièmement, c'est dérisquer des choses pour dire, bah, en fait, on n'a pas la science infuse, faire des prototypes pour les tester, pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et D'accord. itérer ensuite sur, pour affiner les choses. Ok, d'accord. Ensuite, tu voulais nous parler un petit peu du design thinking qui peut être différent entre une agence et puis l'entreprise, c'est-à-dire plus peut-être sur le côté vision. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi, ce que j'ai bossé en agence pendant 8 ans, et puis j'ai bossé aussi en agence, du coup, du côté annonceur, où des agences sont venues nous aider sur des sujets, que ce soit de la recherche user ou du design de service. Et moi, ce que j'observe, c'est que, en règle générale, les agences ont une vision qui est parfois assez parcellaire du design thinking. Ils vont beaucoup mettre l'accent sur la créativité. D'accord. Mais en gros, il ne suffit pas de faire des ateliers avec des post-it pendant 2 heures pour faire du design thinking. C'est une démarche qui est globale. Et du coup, pour certaines agences, ils vont un peu écarter la partie recherche ou alors la partie implémentation. Il y a beaucoup d'agences qui vont être sur la partie recherche. On va faire de l'ethnographie, on va faire des tests, on va faire des observations in situ, on va faire du shadowing, etc. Ensuite, on va faire de l'idéation. On va faire effectivement explorer plein de pistes différentes et tout. Et puis ça s'arrête là. Et puis après, l'agence part et l'entreprise est toute seule avec plein d'idées géniales qui ont peut-être été testées. Et après, il faut implémenter. Et donc le design thinking, c'est vraiment une méthode du début jusqu'à la fin, de l'implémentation, de l'itération et jusqu'au bout. C'est pas juste la partie amont réflexion. Donc ça, c'est un premier point. Ou alors, ils vont aussi adapter leur méthodologie au budget. Moi, aussi une des raisons pour laquelle je suis parti, c'est que, par exemple, pour moi, la recherche user, c'était quelque chose qui était central. C'était un élément cœur du sujet. Et certains clients disaient, ouais, mais non, on n'a pas assez d'argent pour toutes ces méthodes-là. Sur quoi on peut rogner? Et souvent, bah, les clients vont rogner sur la partie user. Mais Hmm. bon, faire de l'UX sans user, il n'y a plus que le X, il n'y a plus le U. Donc, donc voilà, il y a cette notion-là. Alors après, effectivement, des fois, ils vont un peu brander leur manière de faire du design thinking pour que ça soit un truc un peu packagé comme ça, vendu et que ça paraisse différenciant des autres agences, mais c'est souvent un peu les mêmes types d'approches. D'accord. Donc ça, c'est la vision agence que j'ai toujours, parce que quand on bosse avec des agences, c'est que je fais des petits déjeuners, je parle avec d'autres personnes, et c'est un peu le même constat. D'accord. Même s'il y a des différents niveaux de maturité entre les agences, il y en a qui sont peut-être extrêmement bien, d'autres qui sont encore peut-être peu matures sur le sujet. Euh, et après, du côté entreprise, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde comprend à peu près le design thinking et tout le monde, il y a un consensus sur effectivement, il faut comprendre les clients. Il n'y a aucune boîte qui va dire non, non, les clients, on s'en fout, on a des convictions. Donc tout le monde est plutôt d'accord. Mettre en place les choses, c'est relativement facile. En plus, quand on arrive dans une boîte et qu'on dit, bah voilà, alors moi je suis X, c'est mon expertise et je vais vous apprendre comment faire les choses. Bon, à la limite, les gens écoutent, et puis finalement, on reprend un peu nos mauvaises habitudes. Donc là, la difficulté, c'est comment on applique le design thinking vraiment en continu, pas juste sur la première année ou les premiers 6 mois, mais en continu sur tous les projets, pas juste sur un projet clé, mais vraiment même sur les tout petits sujets. Comment aussi on peut adopter la démarche sur une petite feature qu'on va lancer. Est-ce qu'il faut la tester, pas la tester? Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne feature? Donc c'est comment l'adapter en fait aux différents degrés de projet, de difficulté, de criticité. D'accord. Ok. Et donc, tu disais à l'instant que c'est plus, pour l'entreprise en tout cas, c'est plus en mode démarche globale. Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose, c'est que on va faire de la recherche utilisateur, on va faire des ateliers à la limite de co-conception avec les différentes expertises. Et puis, alors souvent là où le bas blesse, c'est sur la partie implémentation. Hmm. Et je pense que c'est aussi un peu de la faute des designers qui sont très focalisés sur cette partie amont du design thinking, qui est la phase de recherche, d'expérimentation, d'idéation, à la limite de test aussi. Et après, souvent, ils ont tendance à un peu quitter la soirée. Ils laissent les développeurs un peu à ramasser un peu le bazar et ils ont tendance à plus trop s'intéresser à l'implémentation. Sauf que avoir des très belles idées, des belles maquettes, des belles interactions sur Sketch, c'est super, mais le client, lui, il voit pas ça.
Donc ce qui compte, c'est vraiment l'implémentation. Et les designers, certains ont tendance à un peu délaisser les développeurs, qui eux malheureusement vont découvrir peut-être des choses qui ne sont pas forcément faisables, ils n'ont pas forcément non plus participé à toute la phase amont. Et comme ils sont un peu tout seuls, ils vont dire bon bah ça, moi je vais peut-être pas le faire, je vais faire ça plutôt. Ah bah j'ai une contrainte, du coup je vais faire ça à la place. Ah j'ai déjà ce composant là. Et en fait, quand on est sollicité pour la recette, les designers, on va dire ah mais c'est pas du tout ça. Mais t'as vu la maquette? Et on se dit non mais ces développeurs ne comprennent pas. On a fait cette maquette, ils ne respectent pas notre travail, ils veulent en faire qu'à leur tête. C'est juste qu'en fait on n'a pas su les écouter ou su aller leur poser des questions sur les contraintes ou pas su les impliquer. En gros, c'est notre faute aussi. Oui, tout à fait. C'est pas juste on passe le relais et puis débrouille-toi, t'es qu'un développeur, t'es censé tout développer. Encore une fois, c'est collaboratif. C'est pour ça que je dis que des très bons designers qui mettent en place les bonnes phases de recherche ont tendance à oublier cette phase d'implémentation qui compte aussi. Alors, ça fait partie de l'histoire. Donc c'est pas juste l'ancienne guerre, comme on disait, designer vs développeur, mais il faut absolument implémenter les développeurs dans le process le plus tôt possible. D'autant que tu as raison que ça reste un problème, au sens où entre un développeur et un designer, c'est quand même des cultures, des langages, des manières de penser qui sont quand même très, très différentes. D'où la raison de tisser davantage de liens avec les développeurs. Quand j'étais chez Sarenza, les développeurs étaient au 3e étage, les designers au 1er étage. C'était une guerre sans fin. Ah oui, déjà, il y a une différence d'étage, alors ça va plus. Et du coup, chacun reste sur ses positions. Les développeurs ne veulent pas faire ce qu'on... ils ne s'impliquent pas, ils ne sont pas motivés, ils s'en foutent du design. Mais les développeurs, eux, se disent, mais les designers, c'est des idéalistes, des poètes, mais ils ne se rendent pas compte de la réalité du développement, du code, des dépendances, des contraintes. Et en gros, les deux ont raison, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que chacun a raison, veut apporter son bienfait ou sa pierre à l'édifice, mais finalement, ça reste encore difficile. Et du coup, par exemple, pour revenir au côté entreprise, comment ça se passe du coup, puisque aujourd'hui tu travailles en entreprise chez Furet.com, comment ça se passe du coup le design thinking chez les Furet? Alors comment ça se passe? Donc déjà, quand je suis arrivé il y a un an, la première chose que j'ai mis en place, c'est des grandes phases de recherche sur tout, enfin, pas tous les produits, mais sur les produits clés. Donc les Furet, il y a 12 produits, l'assurance auto, prêt immobilier, banque, pas mal de choses. D'accord. Donc on a commencé à faire de la recherche sur les principaux produits. Donc assurance auto, on a fait des tests user, on a fait des tests concurrentiels, on a testé aussi des sites concurrents. On l'a fait sur prêt immobilier, on a fait du guérilla testing, contacté des clients, on a contacté des prospects, donc on a déjà alimenté un peu notre base de connaissances sur qui sont les clients, de quoi ils ont besoin, leurs problèmes. Les identifier quoi un petit peu. Les identifier et puis surtout aider à prioriser les sujets. Avant que j'arrive, il y avait des roadmaps, enfin pas roadmaps, plutôt des backlogs avec plein de features à implémenter. Et plutôt que. Donc quand je suis arrivé, on m'a dit voilà, on a plein de features, heureusement que tu arrives, du coup, on va commencer par celle-ci, est-ce que tu peux nous aider à implémenter telle features? Donc en tant que designer, on va forcément se dire mais ok, mais c'est quoi le problème auquel on doit résoudre? Est-ce que tu as des feedbacks clients qui disent que ça va pas? Et il n'y en avait pas. Donc avant de me lancer sur. Des problèmes plus techniques peut-être? Des techniques, ou en tout cas faire de l'UX pour des mauvais problèmes, je me suis dit il fallait peut-être déjà être sûr d'avoir les bons problèmes. Donc toute cette phase de recherche, ça permettait déjà de tous être alignés sur les vrais problèmes qu'on doit résoudre pour améliorer le business et l'expérience. D'accord. Ensuite, et ce qui n'est pas toujours très simple à faire, c'est d'impliquer justement les différentes personnes. Sur le papier, tout le monde est d'accord pour dire faire de la co-conception, etc. Dans les faits, les product managers ou les PO vont avoir tendance à, entre guillemets, protéger les développeurs. Pour quelle raison? Parce que les développeurs, il y a beaucoup de choses à développer. D'accord. Donc il faut les laisser tranquilles. D'accord. Voilà, il faut les laisser développer. Donc si on les fait intervenir dans les ateliers de co-conception, pour certains PO, pour certains PM, c'est un peu du temps perdu en développement. D'accord. Moi, personnellement, je l'ai déjà entendu en agence ou en entreprise. Ouais. Donc ça part d'une intention qui est louable, qui est non, le développeur, il ne faut pas le déranger. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas être dérangés. Trop de réunions, machin, moi j'aime bien être vraiment dans mon code et faire mes choses, sinon là je perds du temps.
Sauf que maintenant, on est aussi dans un monde où on ne peut plus être travaillé de manière cloisonnée, chacun fait son truc, on se Absolument, ouais, passe le tout à fait. relais. Donc, Mmh. ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai formé un peu, enfin formé, j'ai fait des formations, présenté un peu ce que c'était, et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça suffit pas. Je fais une formation, voilà, ça dure 1 heure, tout le monde est c'est génial et tout, il faut faire ça, puis le lendemain, tout le monde a oublié. Donc, c'est vraiment impliquer les gens, les faire venir. Donc, en gros, c'est simple, hein, on fait un atelier de co-conception, ou alors on fait de la recherche user, ben, on invite les développeurs. D'accord. Ben, OK. après, pourquoi tu m'as invité, ça sert à quoi, machin et tout, alors que j'ai même pas de spec et tout, mais c'est pas grave, viens, tu verras, c'est intéressant. Il y en a certains, on n'arrivera pas à les convaincre, puis d'autres qui vont dire, ouais, d'accord, je vais venir. Donc déjà, c'est une petite victoire. Ils sont venus et puis en fait, on les met en face de la réalité. Et pareil, on intègre aussi un maximum de personnes. Des personnes qui travaillent au SEO, au marketing, au CRM. Et tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire des clients qui galèrent avec notre produit. D'accord. Donc ça crée aussi un alignement pour dire on a tous vu la même chose. On a tous vu le client qui galérait sur cette feature. Toi, tu me demandes de travailler sur cette feature, mais il n'y a aucun problème qui est lié à ça. D'accord. Et après, lorsqu'on travaille sur, effectivement, on va prioriser les problèmes, on va faire des ateliers de maquettage, et ben on les invite aussi. Donc au départ, ils sont un peu réticents pour dire, mais pourquoi tu m'invites à ça? C'est des maquettes graphiques, on est vraiment en amont, je perds un peu mon temps. Mais sauf qu'une fois qu'ils y sont, et ben, ils ont leurs idées, ils trouvent ça intéressant, et Mmh. il n'y a pas un développeur à la fin d'un atelier de co-conception qui dit j'ai perdu mon temps. Au contraire, il est hyper motivé, lorsqu'il va développer un truc, il sait pourquoi on a pris cette idée-là. Parce qu'il a lui-même participé à la réflexion. Ouais, tout à fait. Et Et puis des même, fois, c'est même son idée, des fois. ouais, des fois, c'est même son idée, absolument, c'est ce Voilà. que j'allais dire, oui, tout à fait, ouais. Donc, on gagne beaucoup de temps, notamment sur du brief. On n'a pas à briefer un développeur. Alors, et en fait, je vois ça souvent, parce qu'on ne peut pas couvrir tous les sujets de cette manière-là. Bien sûr. Les sujets où, par exemple, on n'a pas intégré le développeur, moi, ce que je vois, c'est que le PO va faire le brief à un développeur qui ne connaît le sujet ni dev ni d'Adam. Et le PO, vu que c'est pas un UX, il ne va pas forcément lui rappeler les problèmes user. Il va lui dire concrètement, alors voilà, je vais te présenter les specs sur telle feature, il faudrait que tu fasses ça comme ça, le fonctionnel c'est ça, et après on va sur tel écran, quand on clique c'est là. Mmh. Mais à aucun moment il va lui dire pourquoi on fait ça. Et en fait, d'où vient l'insight. D'accord. Et aussi dire un peu tout le cheminement, pour dire le feedback, c'est que les clients n'ont pas compris cette question-là, ou ils se trompent à chaque fois. On a imaginé ça, mais on a fait des tests, ça n'a pas marché. On a testé autre chose, et là ça a fonctionné, et c'est ça qu'on implémente. D'accord. Et c'est vite les questions de ok, bon, ok, il comprend un peu tout le raisonnement et la démarche Mmh, qui va mmh, avec. mmh. Et souvent, c'est un peu, bah, c'est un brief en mode, voilà, t'es développeur, donc tu développes ça, et moi je vais t'expliquer le fonctionnement que nous on a imaginé. Et donc, moi, mon travail, c'est surtout de faire en sorte de m'incruster un peu partout, de rappeler un peu les problèmes, de rappeler un peu la vision. Je veux dire, oubliez pas, la vision globale, c'est ça, c'est nos clients, eux, ils galèrent là-dessus, et rappeler aussi tous les enjeux un peu business. Je veux dire, on n'est pas là non plus que pour répondre à des problèmes clients, on est là aussi pour améliorer le business, et il faut que nos idées soient un peu à l'intersection de ces choses-là. Ouais. D'accord, OK. C'est aussi faire du social un petit peu. Ouais, je sais pas si c'est la bonne expression, Je sais euh, pas, mais ouais, peut-être, ou mais c'est plutôt, en tout cas, il y a un côté très social au sens, ouais, humain, on va dire, voilà, peut-être. humain, ouais, d'aller vers les autres, en fait, d'appliquer la même démarche du X, mais avec ses propres collègues, Mmh, mmh. c'est-à-dire aller les voir, les écouter, comprendre leurs attentes, leurs motivations, leurs contraintes aussi. Euh, ouais, ouais, comprendre leurs contraintes, simplement, Mmh. comment ils voient les choses, quelles idées ils ont. Peut-être que des fois, le développeur, il fait quelque chose, mais en fait, au fond de lui, il pense que c'est une très mauvaise idée. Du coup, il va y aller un peu à reculons, alors que on lui a jamais demandé en fait ce qu'il en pensait. Et peut-être Mmh. qu'il a une très bonne idée ou un bon feedback. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc oui, c'est du social au sens où il faut, on est en équipe, on travaille ensemble. On ne peut pas être que devant notre ordinateur à faire ce qu'on sait faire le mieux. Il y a une phrase qui dit plus on devient senior en design et moins on est censé passer du temps devant son ordinateur. Les designers juniors, ils sont avec leur casque et tout et ils font des super maquettes, des super trucs. Et après ils se font bâcher pour dire attends j'ai fait un super design sur Dribble, j'ai eu plein de likes et tout. Et puis là tout le monde me dit que ça marche pas et tout mais ils comprennent rien au design. Non, non, toi, t'as rien compris au business.
Hum. Du coup, si tu passes ton temps sur ton ordinateur, en fait, tu n'es qu'un designer à mi-temps parce que tu n'as pas été vers les autres, tu n'as pas été comprendre les enjeux, etc., le marché, les clients. C'est un point important, le fait qu'il faut s'ouvrir en fait aux autres disciplines. Hum. Ça rejoint la notion de collaboration. Et collaboration, c'est pas juste on met des gens ensemble et on fait la co-conception. C'est beaucoup plus vaste que ça et ça doit être mis en place un peu sur la durée. C'est avoir de l'empathie pour un peu tout le monde. Oui, oui. Alors l'empathie, ça veut pas dire il faut que on fasse tout ce que les gens veulent faire. Moi, je suis pas là non plus pour comment dire, faciliter la vie des développeurs. Ils ont des contraintes, peut-être, mais aussi à moi de challenger. Mais c'est juste que je le fais en connaissance de cause. Et en fait, le rôle du designer, il a un rôle un peu tricky et c'est un peu un travail d'équilibriste parce que Hum. il doit être un peu le porte-parole des users parce que personne d'autre l'est pour le moment dans les entreprises. Donc c'est lui qui doit porter la parole des users, mais il ne faut pas qu'il les défende corps et âme sans penser au business, sinon Ouais, ça bien ne sûr. marchera pas. Il faut qu'il comprenne les contraintes des autres, mais il peut aussi les challenger. Pour dire, ok, je comprends, techniquement c'est compliqué, techniquement tu préfères faire ça que ça, mais moi je recommande vraiment de faire ça. C'est peut-être plus compliqué, mais ça fera plus de sens pour le client. Et puis D'accord. des fois, accepter aussi de faire des trade-offs pour dire, effectivement, ça va peut-être un petit peu dégrader l'expérience, mais il y a plus de chances que si niveau business, ça marche mieux. D'accord. Ok. Juste un aparté comme ça. Depuis quand tu pratiques le design thinking? On va dire peut-être 10 ans. 10 ans parce que quand j'étais en agence, donc c'était une agence digitale, c'était assez classique, hein, j'étais D'accord. designer là-bas et puis on faisait des refontes de sites sans du tout faire de recherche utilisateur. Euh, on était tous très fiers parce on lisait des livres d'ergonomie, on appliquait les bonnes pratiques, mais jamais de la vie on testait Les maquettes ou. nos maquettes, Ouais. voilà. Hum. Et on se considérait très bon, très expert. Et puis donc je lisais pas mal de livres d'ergonomie et j'ai lu un livre de Tim Brown sur le design thinking et vraiment ça m'a La révélation. une révélation. Et je dis, mais effectivement, c'est comme ça qu'il faut mettre en place la démarche. Il faut tester, il faut faire de la collaboration, il faut partir des besoins clients. Et surtout, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est partir de problèmes. En général, dans un projet, on part d'un problème ou d'un objectif. Et la première étape, c'est de se dire, OK, comment on fait? C'est quoi la solution? Dans le design thinking, l'idée, c'est vraiment est-ce qu'on est vraiment en train de travailler sur le bon problème? Ouais, et comment on sait que c'est un problème? D'accord. Je sais pas, c'est un peu l'anecdote de Tim Brown dans le livre, donc c'est Change by Design, je crois. Il parle de Shimano. Donc Shimano, c'est des constructeurs de pièces de vélo. Ouais. Euh, Shimano est allé voir l'agence IDEO, qui a popularisé le design thinking, Ouais. en Tout disant à fait. voilà, nos vents sont un peu en berne, on voudrait que vous nous aidiez à innover et à trouver en gros le vélo du futur. Un truc mais super innovant, super techno et tout. N'importe quelle agence aurait été en mode ok, brainstorming, créativité, on va imaginer un vélo super futuriste. IDEO, donc, est parti sur ok, mais c'est quoi le problème? En gros, pourquoi les ventes sont en baisse? Et en gros, ils ont fait pas mal d'interviews avec des Américains pour dire en gros, il y avait un problème qui était comment ça se fait que tous les Américains avaient un vélo dans leur enfance avec des bonnes expériences, etc. Et pourtant, il y avait, je sais pas, je dis des chiffres un peu comme ça au hasard, mais disons 10% des Américains adultes qui avaient vraiment un vélo. Ok, il y a un problème là. Hum. Ils se sont rendus compte que les vélos étaient de plus en plus compliqués, que les gens c'était dangereux, que en gros, plus les vélos étaient compliqués, bah, si par exemple on fait du vélo 3 fois par an l'été, et bah, quand on le reprend l'année d'après, bah, il faut resserrer les freins, il faut Il resserrer faut les le graisser, machins, il faut le etc. graisser, et puis du coup ouais, c'est trop Hum. compliqué donc je m'en sers pas. Et puis ça fait un peu peur d'aller dans un magasin de vélo, ça fait hyper technique et tout, alors que je veux juste faire du vélo comme ça pour m'amuser, c'est un peu intimidant. Et donc, du coup, ils ont inventé un concept qui est le cruising avec un vélo qui est, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais il n'y a pas de frein en rétropédale, il n'y a pas de vitesse non plus. C'est un vélo qui est hyper solide, pas besoin de gonfler les pneus tout le temps. Voilà, en gros, c'est plutôt que faire un truc super innovant, ils ont fait un truc super pas innovant pour répondre à un vrai comportement, à un vrai besoin. D'accord. Donc ça, c'est vraiment typiquement l'approche de design thinking. C'est on répond pas juste à une idée, on va déjà essayer de comprendre le besoin, le problème, et apporter une solution qui est vraiment adaptée à ce problème-là. D'accord. Ok. D'où l'importance de faire un vrai diagnostic, sinon on file des mauvais conseils ou on arrive à une solution qui n'est pas du tout adaptée. D'accord. Ok. Comment
on peut adapter le design thinking dans la durée, par exemple chez lesfurets.com ou dans une autre entreprise, à plus long terme. Alors, je ne peux pas prétendre avoir la clé, hein. C'est-à-dire que j'ai testé des choses qui ne fonctionnaient pas, des choses qui semblent fonctionner. Je pense qu'il y a une chose, c'est être hyper persévérant, parce que naturellement, une entreprise va avoir une espèce de comment dire, un système immunitaire qui va un peu rejeter cette approche-là. Assez vite, on va revenir dans des silos, des cloisonnements, parce que c'est plus facile, c'est plus industrialisable pour dire le développeur, il développe. Et pour qu'il développe bien, il faut qu'il fasse 100% de développement. Le designer, s'il veut faire le maximum de maquettes, il faut qu'il fasse que ça. Donc, naturellement, il y a une tendance pour cloisonner les choses, D'accord? pour protéger les gens. Et du coup, le travail du designer, ça va être vraiment, enfin, une manière tout le monde de bien implémenter sur la durée, de répéter sans arrêt les choses. C'est pas juste une formation, j'envoie des liens et c'est bon, c'est réglé. C'est continuellement, typiquement, alors plusieurs choses. Un projet, il peut durer très longtemps. Même si on a fait de la recherche en amont, même si on a bien défini des problèmes user, même si c'est écrit quelque part, même si tout le monde était aligné au départ, au fur et à mesure d'un projet, on perd des fois un peu la vision d'ensemble. Et donc c'est au designer, si personne ne le fait à sa place, de rappeler un peu les choses. Moi, ce que je fais souvent, c'est par exemple, lorsqu'il y a plusieurs ateliers sur un sujet et ça prend 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, systématiquement, l'atelier, j'ai un board où j'écris les problèmes. Et je l'affiche à chaque fois pour dire, alors, on est en train de travailler sur la quatrième itération de telle ou telle page, la page de résultat, disons, et je recommence par rappeler les problèmes, dans l'ordre. Donc je rappelle que les problèmes principaux, c'est que les clients n'arrivent pas à ceci, les clients ne comprennent pas cela, il y a un gros problème là, là. Et en fait, à chaque fois, systématiquement, je martèle les choses. Parce que les D'accord. gens, Quand tu dis tu le répètes, c'est-à-dire que tu le réécris, mais en plus, voilà, lorsque tu le répètes en même temps. voilà. Je D'accord. sais que les gens vont oublier. Donc je le rappelle à chaque fois. Ça prend D'accord. 5 minutes, mais ça permet de recentrer un peu le débat. Et ça m'aide parce que si quelqu'un dit ah mais du coup on pourrait faire ci, ah ouais Ah, mais super non, génial, on est hop, hop, déjà. hop, hop, est-ce que ça répond à ce problème-là? Hmm. On est tous d'accord. Alors peut-être que c'est génial comme idée, mais on peut le faire, hein, mais Mais c'est plus juste pour tard. dire que ça répondra pas à ça. D'accord. Et on s'est mis d'accord pour dire que notre hypothèse, c'est que si on répond à ce problème-là, ça permettra d'atteindre tel objectif. D'accord. Donc très bien, fine, faites ça, mais rappelez-vous qu'on est un peu hors sujet. D'accord. Voilà. Ok. Donc bien, c'est déjà rappeler les choses et vraiment continuellement. Le deuxième conseil, c'est d'impliquer les gens, et encore tout le temps, c'est-à-dire dès qu'on a l'occasion, il faut parler du client. Il faut, si on a fait des tests, il faut envoyer les vidéos, envoyer la synthèse, inviter les gens si on peut. Un truc qu'on fait souvent chez les Furets, c'est tous les nouveaux employés, un peu tous les 2 3 mois, on va faire des sessions de test avec eux, parce qu'ils ont un regard un peu frais. Et dans ces cas-là, on en profite pour inviter des développeurs, des personnes qui bossent au commerce, ce genre de choses, pour impliquer vraiment en continu les gens. D'accord. Oui, puisque en même temps, vous êtes tous dans la même entreprise et donc Voilà. vous êtes tous là pour Ouais. travailler pour les furets et pour que l'entreprise puisse continuer son business, entre Ouais. guillemets. Donc c'est profiter de chaque occasion qu'on a pour parler des clients. D'accord. On a fait des tests avec un outil qui s'appelle Testapic, par exemple, et ben là je vais faire un peu une sorte de présentation. Je dis ben voilà, je vous convie le vendredi à 14h machin dans telle salle, et puis je vais vous présenter les feedbacks. J'invite ceux qui me paraissent nécessaires, vient qui veut, mais c'est profiter de chaque occasion pour parler du client déjà. C'est un D'accord. premier point. Ok. Un deuxième point. Euh, et puis c'est aussi beaucoup de challenger. Parce que systématiquement, les gens ont des idées, donc c'est super, hein, mais tous les gens ont des idées de features, de projets, de plein de choses. Et ma question principale, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'on essaie de D'accord. résoudre? Est-ce que tu as une preuve que c'est un problème pour le client? D'où ça sort? Ah, mais j'ai vu sur tel site, il y a telle feature. Ok, mais pour toi, ça va répondre à quel problème? Sachant que les problèmes, on les répète sans arrêt, donc Ouais. ils sont censés D'accord. les connaître. Donc c'est aussi challenger par rapport à ça. D'accord. Ok. Et jamais prendre une idée pour quelque chose qui est... par exemple, chez Sarenza, il y avait un projet qui s'appelait la refonte de la page produit. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de perditions sur cette page-là et que si on améliorait la conversion sur cette page-là, on améliorait le business. Ma question c'était ok, mais c'est quoi le problème avec la page produit? Du coup, on a fait un peu de recherche et pour voir que en fait, la page produit, c'était pas un problème en soi,
il y avait un problème de personnes qui ne trouvaient pas leur pointure, des problèmes des gens qui cherchaient l'information sur la page produit qu'ils ne trouvaient pas, ou qui avaient besoin d'inspiration. Et du coup, ce projet page produit, il a été découpé en plusieurs challenges UX. Comment on améliore ceci, comment on améliore cela. Ce point de vraiment challenger et peut-être de s'affranchir d'une vision, disons, centrée sur le projet ou la feature, sur une vision centrée sur le problème. D'accord, ok, d'accord. D'où faut peut-être aussi plus découper, ou du moins plus peut-être pas découper, mais faire plus de recherches pour trouver ces problèmes, ou le problème qui peut avoir je sais pas, dans telle partie du site ou dans tel produit. Et ça, c'est le rôle de l'UX. Ça devrait être aussi le rôle des PM comment dire, partager aussi ces visions-là. Mais si personne ne le fait, bah, c'est au designer de faire un peu l'avocat du client, encore une fois, de rappeler les problèmes pour dire sur ce projet-là, sur ce produit, sur cette application, les problèmes principaux, les top problèmes, c'est ça, ça, ça et ça. Et le reste, on peut le faire, mais ça n'améliorera rien du tout. D'accord. Ok. Alors du coup, est-ce que pour toi, c'est facile d'adapter le design thinking? On a parlé sur la durée, mais par exemple, dans une entreprise où il y a plusieurs projets, et comment que ça peut se passer? Est-ce que c'est faisable? Je pense que c'est faisable. Chez les Furets, on est un peu en sous-effectif en termes de designer versus équipe produit. Voilà, tu le disais tout à l'heure, ouais. Donc, on a fait le choix de ne pas couvrir tous les produits, vraiment concentrer sur les parcours clés. Donc, ça veut dire qu'on le fait. Il y a des choses qui sont mises en ligne, des projets où on dit, oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais on ne peut pas non plus intervenir sur tous les pans du produit. Pareil, quand j'étais chez Sarenza, il y avait des choses que je voyais, je me disais, c'est pas possible d'avoir fait ça, mais je me dis en même temps, voilà, on n'est pas 30 dans l'équipe. Il y a beaucoup plus de projets que du X et on ne peut pas intervenir partout. Donc il faut accepter des fois de ne pas le faire sur tous les projets. Ça dépend, hein, si peut-être il y a un ratio qui est équilibré entre designer et produit, dans ce cas-là, on peut vraiment essayer d'appliquer la démarche à chaque fois. Je pense qu'on peut le faire plus facilement si on a vraiment des équipes. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est que pour l'instant, on n'est pas beaucoup, on est deux et demi en UX pour 12 produits. Donc pour l'instant, on travaille plutôt en mode on va dire agence interne, c'est-à-dire que nous on est transverse et on va intervenir sur les différents projets. Ce que j'aimerais mettre en place, c'est qu'il y ait en gros un designer qui soit intégré dans chaque équipe. D'accord, ce qu'on appelle en feature team, c'est ça? Un Non? feature team, voilà, ouais. Ouais. Donc qui soit vraiment intégré et qui puisse déjà bien connaître les particularités de chaque produit, les enjeux, et lui-même mettre en place la démarche un peu pour tous les sujets qui passent. D'accord, Voilà. ok. Comme ça, lui, le designer, alors, il va vraiment bien connaître le produit, le marché, les enjeux, les problèmes, et que ce ne soit pas forcément centralisé dans une équipe un peu transverse. D'accord, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui du design thinking de façon globale? Comment c'est adapté, les enjeux? On peut aussi parler peut-être des design sprints rapidement, voilà. Alors, design sprint, en fait, ce qui est très bien avec le design thinking, c'est que c'est hyper adaptable. On n'est pas obligé de mettre en place la même démarche avec la même durée, avec les mêmes personnes pour tous les projets. D'accord? Il y a des sujets, par exemple, si on va refaire une application en entier, par exemple, bah, ça va demander pas mal de recherche en amont, ça peut durer une semaine, 2 semaines. Après, il y a effectivement pas mal d'idéations, ça peut durer très longtemps. Donc, c'est dur de faire un sprint de cette durée-là, par exemple. Si vraiment on n'a aucun feedback et on part avec zéro insight. Donc, des fois, ça va durer un peu plus longtemps, jusqu'à l'implémentation et le développement. Euh, et puis, pour des tout petits sujets, ça peut être hyper rapide. On peut faire un design sprint en un jour à la limite. Un jour. Bah, au sens où, si l'idée c'est de faire un peu de recherche, un peu d'idéation, tester des choses, bah, quelque part, ça dépend du sujet. Si c'est très petit, on peut le faire en 2 jours à la limite. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Je crois qu'il y a eu des conférences d'ailleurs au dernier Flupa justement où euh, on parlait de design sprint en 2-3 jours, voire une journée. J'avais été étonné, mais bon, si tu expliques, tu l'expliques, donc je pense qu'effectivement. Bah, alors, je pense que c'est ce que disait Pauline Thomas, c'est ça? Je crois que c'est Pauline Thomas, oui, tout à Qui, fait. qui disait que effectivement il y a plusieurs déclinaisons possibles. Il y a le design sprint de Google Venture sur 5 jours. Voilà.
Et ce qu'il expliquait, enfin, ce que j'ai compris, c'est que on peut vraiment l'adapter au projet ou à la problématique. Elle disait par exemple, si l'objectif c'est d'être aligné sur une vision d'entreprise, par exemple, on peut le faire en 2-3 jours, par exemple. Absolument, d'accord. L'objectif, c'est déjà, on réunit les parties prenantes. Après, il y a une série d'exercices, il y a plusieurs étapes. On peut, voilà, chacun donne ses idées, après on priorise, etc. Et en 3 jours, on peut avoir comme objectif d'avoir un alignement sur la vision. Ou une vision peut-être plus, de voir une vision large ou Ou une vision, partager, voilà, ou voilà. à 6 mois, à Ah, 3 ans, etc. d'accord, Effectivement. Mais du coup, on peut dire, voilà, si l'objectif c'est d'être aligné sur une vision, bah, on peut dire ça peut être 3 jours, par exemple. Mais en fait, le contenu va en fait conditionner la durée. d'accord, ok, Si on dit, voilà, l'objectif c'est de faire un prototype innovant pour telle partie du site, dans ce cas-là, on peut dire effectivement, on peut prendre les 5 jours pour dire, voilà, c'est pas mal, 5 jours, c'est une semaine, c'est un peu boxé par le temps. Donc là, si on veut avoir une idée de prototype qui soit validée par le test, 5 jours, c'est très bien. Hmm, Sauf qu'au bout de 5 jours, vous avez un prototype. Et c'est pas gagné que tous les prototypes soient validés. On peut très bien faire les choses dans les règles de l'art. Et la dernière journée, on fait des tests et en fait, bah, ça marche pas du tout. Bah, voilà, vous avez fait votre sprint, mais vous n'êtes pas plus avancé. Donc peut-être qu'il faut faire un sprint derrière. Et puis, quand bien même l'idée est validée, ça reste une idée, ça reste des prototypes. Après, il faut l'implémenter. Et là, on peut aussi mettre en place des sprints. Là, du coup, on retrouve un peu le sprint agile où on hmm, va prendre une tâche, la découper, et puis la livrer, et puis la découper comme ça sur plusieurs itérations. En fait, peu importe le nom qu'on donne à ça, mais ça aussi, c'est un point important pour moi, c'est que le designer, c'est lui aussi le maître du process, hmm, au sens où il doit un peu designer le process. Moi, ce que je fais souvent, c'est j'ai une problématique donnée. Soit c'est on part d'un problème user, voilà, on a un vrai problème et du coup comment on avance là-dessus. Soit c'est on a par exemple une offre marketing qui doit être lancée. Donc là, ça d'accord, répond pas forcément à un besoin, mais voilà, c'est comme ça, il faut lancer tel truc, telle offre. Et on me dit, ok, bah voilà, on va lancer telle offre, telle date. Comment on fait? d'accord, Et du coup, la première étape, c'est déjà commencer à réfléchir un peu à la méthode. Faut dire vis-à-vis des contraintes, vis-à-vis de ce qu'on connaît du projet, vis-à-vis des deadlines, je réfléchis pour dire bah voilà, je pense que ça serait bien peut-être de se voir, je sais pas, déjà une demi-journée pour bien valider les objectifs, les templates de page et tout. Ensuite faire ça, et en gros, c'est un peu à nous de proposer une méthodologie. hmm, hmm, On hmm, peut hmm, dire bah, par rapport à ce projet-là, moi je propose de faire comme ça. Voilà. On a tous un peu en tête les grandes étapes, hein, faire de la recherche, faire de hmm, l'idéation, du test, mais après, chaque phase peut prendre un peu la forme qu'on veut. Si on a beaucoup d'insights sur un sujet, eh ben, c'est pas la peine de faire de la recherche, hmm, typiquement. hmm, hmm, hmm. Voilà. D'accord, ok, effectivement, ouais. Et alors, si par exemple, il y a un prototype où il y a très peu de risques que ça soit pas compris, ça arrive des choses, voilà, on va mettre juste un bouton à cet endroit-là, on va pas non plus faire des tests pendant 2 semaines. Dans ce cas-là, bah, on va vraiment réduire ou ne pas faire de tests. Si c'est un sujet qui est hyper genre nouveau, hyper risqué, dans ce cas-là, on va faire du test. C'est aussi adapté en termes. Est-ce qu'on a des insights sur ce type de pratique, de feature? Non, on n'a aucun insight. Est-ce que c'est risqué? Oui. Bah là, c'est un client parfait pour faire du test. D'accord, ok. Vu les risques là-dessus, il va falloir mettre le paquet sur la recherche post-prototype. Hmm. Et peut-être moins sur la partie En amont. amont, etc., user research. Tu nous parlais un peu du designer, que son rôle a un petit peu changé. Et du coup, pour toi, quel est le rôle au fait du designer aujourd'hui? On parlait un peu de facilitateur. Ouais, Même si en vrai, je pense que ça serait le rôle de tout le monde d'être facilitateur, écouter les autres, de comprendre les contraintes. ouais, Aujourd'hui, vu le rôle du design, le fait qu'on doive relier les objectifs business à des objectifs user, on est obligé un peu de faire la passerelle entre un peu les extrêmes. Donc pour moi, il y a deux types de facilitation. Il y a faire en sorte que faire circuler l'info entre business et user, dans les d'accord. deux sens, ça veut dire que le designer doit bien connaître les enjeux business, le marché, les contraintes, etc. Donc faire redescendre ça à l'équipe produit et faire l'inverse, bien remonter aussi les problèmes et les usages au management, au top management. Donc ça c'est un peu l'axe vertical. Et après il y a un axe plus horizontal qui est aligner toutes les disciplines, comprendre les contraintes des différents services, aussi comprendre tous
le cambouis organisationnel, comment les jeux de pouvoir, etc. Si je veux faire avancer telle chose, il faut que je comprenne que lui, c'est le manager de lui, mais lui, il n'aime pas lui. Il y a aussi tout cet aspect-là un peu politique qu'il faut D'accord, prendre en compte. d'accord. Donc pour moi, ça c'est le rôle d'un designer, de un peu sortir de son écran et d'aller plus vers les autres, et d'animer des ateliers, d'animer des conversations pour aboutir à des solutions. Donc ouais, en fait, je pense qu'il y a un peu aussi plusieurs étapes en fonction du niveau de seniorité des designers. Pour moi, le niveau junior, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le designer qui est excellent dans ce qu'il fait, très bon, il connaît toutes les règles d'ergonomie, il fait des super belles maquettes, il est très fort, il comprend très vite, mais il fait que du design. Il y a le niveau d'au-dessus qui est pour moi un peu un niveau intermédiaire, plus produit, au sens où il va collaborer avec les développeurs, avec les product managers, avec les différentes expertises, bien comprendre un peu les enjeux comme ça, et faire en sorte, et faire de la recherche, et vraiment faire des bons produits, des produits qui marchent, et pas juste sur du design. D'accord. Pour moi, le niveau qui est encore au-dessus, c'est le niveau senior. C'est lorsqu'on arrive vraiment à vraiment comprendre finement le business, les enjeux, et non pas juste faire de l'UX, mais répondre à des vrais problèmes du business model, par exemple. Mhm. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de mes challenges qui concernent les process. Et je me dis, l'UX, en gros, ça passe, on fera vraiment une bonne expérience, on va atteindre les chiffres si on améliore les process en interne. Donc des fois, c'est aussi un designer justement de process. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est très bien, c'est très intéressant d'avoir donné cette définition avec ces trois rôles de designer. Je pense que certains ou certaines se reconnaîtront et pourront mieux peut-être s'identifier ou essayer de grimper vers le niveau au-dessus. Ce qui serait intéressant peut-être de voir aussi, David, c'est que tu nous parles un petit peu, avec ton expérience de 10 ans en UX design, que tu nous parles par exemple des erreurs, mais des réussites dont tu es fier. Et on va peut-être commencer par les erreurs. Non, j'en vois pas. Non, si, si, beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais c'est ce qui permet d'apprendre. La première erreur, c'est d'imaginer que former les gens, ça suffit. Il suffit de faire des formations, d'expliquer aux gens comment ça se passe, et de dire c'est bon, j'ai évangélisé, tout le monde est au courant. Et D'accord. en fait, tout le monde a oublié assez vite, ou tout le monde a interprété les choses, mais à sa manière pour que ça les arrange. Donc ça suffit pas. Donc c'est vraiment un travail de persistance, où il faut aller voir les gens. Enfin, c'est Ouais, toujours la tu même en chose, parlais hein, tout à l'heure. Ouais, c'est voir les gens, c'est leur parler, c'est comprendre, c'est itérer, c'est les impliquer. Et ça, c'est vraiment la clé. D'autres erreurs. Alors moi, j'avais aussi Donc un. par exemple, tu le faisais pas. Bon, ici, j'imagine que tu le faisais chez Furem, mais par exemple chez Asarenza, c'est quelque chose que tu faisais pas forcément, par exemple. Donc je comprenais pas pourquoi. Lorsque je faisais des formations, j'expliquais aux gens comment ça devait se passer. Euh, J'envoyais des liens, j'invitais des gens même à des conférences pour dire, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Mais je me rendais, mais pourquoi ils le font pas? D'accord, Je sais pas, ça a l'air évident quand même de faire ça et tout, et en fait, ça suffit pas. d'accord, Peut-être d'une part parce que j'avais pas compris non plus leurs propres contraintes, leurs propres enjeux, mais il suffit pas de former, de dire les choses, hein. Il y a une phrase qui dit, je sais pas, dis-moi, j'oublierai, implique-moi, je retiendrai, une chose comme ça. Hmm, Donc c'est un peu ça. Une autre erreur, c'était de considérer que le développement, c'était juste implémenter une vision design. On a fait l'essentiel du taf, maintenant on s'en lave les mains, et le designer, le développeur doit juste développer. Et pas prendre suffisamment en compte les contraintes, les problématiques des développeurs. J'ai souvent tendance à penser que les développeurs étaient pas motivés, qu'ils s'en fichaient des clients, que vous n'avez aucun goût. Des fois c'est le cas, mais c'est plutôt le fait que, ils n'ont pas été impliqués assez tôt, ils n'ont pas trop compris pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, ou je ne les ai pas assez briefés, par exemple. Et beaucoup de projets se sont mal passés parce que justement, il y avait cette notion de on passe le relais. d'accord, On a réfléchi à tout, maintenant on développe. Et en gros, tout est faisable techniquement, donc tu as à faire exactement ce qu'on t'a demandé. Et le fait déjà de travailler plus en feature team, déjà ça crée aussi des liens, pas forcément d'amitié, mais au moins de relations professionnelles, de voilà. relations Hmm, qui sont bienveillantes, qui sont saines, où on hmm, a l'empathie l'un pour l'autre.
Et rien que ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Nous, on est plus en empathie vis-à-vis des développeurs, les développeurs le sont aussi. Il y aura toujours cette rupture un peu culturelle entre développeurs, designers. Le développeur, on lui montre des maquettes, il y en a beaucoup qui n'ont pas de sensibilité design. Hmm. Il dit bah, j'ai mis 20 pixels, t'as mis 10 pixels. C'est pareil, ça ressemble plus ou moins à la même chose. Donc il faut aussi continuer à leur expliquer pour dire pourquoi on a fait cette chose-là. Si on met 20 pixels, le problème c'est que les deux éléments vont paraître trop proches. Alors, si on met 40, on va bien distinguer les différents éléments, ce type de choses. D'accord, ok. Et puis aussi comprendre leurs contraintes. Et les développeurs ont tendance des fois à être un peu comme des designers, c'est-à-dire ils ont leur casque, ils aiment pas trop bouger de leur place, ils font leur truc, ils sont bien, ils ont leurs 4 écrans, machin. Et quand on est à côté, et puis on leur dit bah, tu peux me montrer ce que tu as fait, mais j'ai pas fini. Ah, mais montre-moi quand même, c'est pas grave. Bon bah voilà, j'ai fait ça, mais je galère un peu là-dessus, et puis des fois il y a des contraintes que nous on n'avait pas du tout anticipées, et que eux-mêmes ne pouvaient pas anticiper de manière un peu théorique comme ça. C'est uniquement lorsqu'ils rentrent les mains dans le code qu'ils se rendent compte de certaines choses. D'accord. Et dans ce cas-là, on peut aussi les aider pour dire ouais, je comprends que c'est compliqué, ah oui, il y a un impact là-dessus que je n'avais pas du tout anticipé. Bah dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Du coup, aussi, on propose des choses pour les aider. D'accord, ok. Un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, c'est de bien, quand on fait de la recherche utilisateur, de bien distinguer des problèmes UX des problèmes business. Alors, je vais prendre un petit exemple. Sur le site des Furets, par exemple, le principe c'est on a donc des formulaires assez longs, on arrive à une page de résultats, et ensuite on décide de continuer avec l'assureur pour souscrire à une offre. Lorsqu'on a fait des tests, on a vu plein de problèmes sur les formulaires. De design, effectivement, ah, c'était pas beau, le bleu, etc. Ah, c'est compliqué, il y a des questions que je comprends pas. Pourquoi on me demande la date de naissance de mes enfants pour souscrire une assurance auto? Des questions qui étaient compliquées, intrusives, etc. Donc ça, c'est du pain béni pour un UX. Vous voulez des problèmes UX? On en a plein. Plein de problèmes qu'on peut prioriser pour dire on a même des solutions et tout, c'est super cool. Et puis une petite phrase anodine que disaient les gens, qui était le formulaire vraiment il est compliqué, etc. Vous devriez faire ci, ça. Mais bon, moi ce que je ferais, c'est que j'imprimerai la page et je ferai jouer mon assureur. Et voilà, tel assureur propose tel prix et lui il peut le baisser. Et ça, c'est un gros problème d'un point de vue business. Vu que les furets gagnent de l'argent uniquement si les gens se mettent en relation via les furets. D'accord. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, on comprend très bien le business des furets. Oui. Donc en gros, si on améliore toutes les pain points UX du formulaire, oui, l'expérience sera meilleure, oui, les feedbacks seront meilleurs, mais on aura peut-être fait en sorte que plus de personnes arrivent de manière plus satisfaite sur une page qu'ils vont de toute façon quitter. Donc on n'aura pas du tout amélioré le business. Il y a pas mal de cas comme ça chez Sarenza où on a fait des A/B tests. Il y avait ce problème-là, on l'a réglé, on fait un A/B test, et en fait, la meilleure version UX, elle est perdante d'un point de vue business. Et on comprend pas, je comprends pas, on a répondu à tous les problèmes, on a fait de la recherche, on a même fait des tests user pour dire que qualitativement, c'est meilleur. Et pourtant, le business n'est pas au rendez-vous. Parce que justement, on a peut-être minimisé des phrases qui avaient une résonance très forte pour le business. La question de je quitte le site enfin, j'imprime la page et je quitte le site, c'est pas un pain point pour le client. Lui, il est satisfait de l'expérience. Il dit bah écoutez, moi j'ai fait le formulaire, alors oui, c'est un peu long, mais finalement je suis content. J'arrive à une page, j'ai mes prix et maintenant je m'en vais. Sauf que pour le business, c'est dramatique si tout le monde fait ça. Donc c'est vraiment pas mettre sur le même plan vraiment des problèmes UX et des problèmes qui sont liés au business. Parfois, si on améliore le UX, on améliore le business. Dans plein de cas, effectivement, il y a une corrélation. Et des fois, non. Des fois, on a beau améliorer l'UX, on a des preuves, les feedbacks sont positifs, les gens disent c'est super, c'est hyper agréable et tout, mais pourtant, on a dégradé le business. Donc c'est vraiment deux choses qui parfois peuvent être décorrélées. D'accord, ok. Donc il faut bien faire attention à ces... Des choses qui ne sont pas considérées comme des pain points par les clients, mais qui le sont pour l'entreprise. D'accord. Et donc, pour revenir sur les réussites, est-ce que tu peux nous citer un, deux ou trois cas, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas parler de chiffres, mais il y a un truc aussi important, c'est qu'il n'y a pas une réussite qui se fait sans itération. On lance un projet, on le met en A/B test, 90% des A/B tests ne fonctionnent pas, et ben on continue. Parce que des fois on est convaincu que l'idée est intéressante et qu'on a fait des tests, donc on va tweaker 2-3 trucs, et puis au bout de 2-3 itérations, ça fonctionne.
Donc, des fois, c'est aussi un conseil de ne pas s'arrêter forcément à la première itération, mais continuer. D'accord. Donc les succès, on en a eu, oui. Alors des fois c'est un peu confidentiel, mais sur certains aspects du parcours, alors des fois c'est des petites choses. Un wording qu'on a changé, et ben ça permet on le mesure, hein, du jour au lendemain, on a gagné voilà, un taux de conversion qui est bien supérieur, alors qu'on a juste changé une petite phrase. Et des fois on ne pensait même pas que ça allait avoir autant d'impact. Mais pour moi, la plus grande victoire, c'est un peu idéaliste comme ça, mais c'est quand les projets se passent bien, que les développeurs sont impliqués, qui proposent des choses. Quand un développeur dit, alors j'ai pensé à ce problème-là, et du coup j'ai fait un prototype, qu'est-ce que tu en penses? Et je me dis, mais c'est génial ça, Et il est allé très ouais, loin celui-là. il est allé super loin, il propose des choses, et en plus c'est pertinent, et on dit, bah ok, bah go, on peut tester. Voilà. Donc ça, c'est aussi des victoires assez fières, ouais. D'accord, ok. Pour un peu terminer, je voudrais poser 3 questions à David. J'aimerais savoir dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi. Alors, c'est pas forcément le nom d'une société, ça peut Mm. être un genre de société aussi ou un type de société, voilà. Pendant longtemps, j'ai voulu bosser chez Google. Parce que Google, des milliards de projets différents, d'innovation, et c'est une boîte qui est en plus toujours un peu en avance. Et Ouais, puis en plus, on sait même pas qu'ils sont en train de préparer. Donc c'est une boîte qui m'a toujours un peu fasciné d'accord. par sa capacité à se diversifier, à créer que des produits gratuits. Alors on dit souvent, si c'est Hmm, gratuit, c'est non produit. Mais il n'empêche que donc leur capacité à proposer des choses qui sont hyper utiles, avec une UX qui est en plus maintenant vraiment exceptionnelle, tout en gagnant de l'argent. Leur business model, il est juste incroyable. ouais, tout à fait, Ouais. ouais, c'est assez fou. Ouais. Donc ouais, c'est un type de boîte dans laquelle j'aimerais travailler. Alors après, un peu comme tout le monde, hein, un peu les grands, les Uber, les Airbnb aussi, des boîtes vraiment disruptives qui Hmm, remettent. Alors ça peut être aussi néfaste pour d'autres, euh, pour justement des petits business qui du coup en pâtissent, mais travailler sur un produit ou un service qui crée un peu un nouvel usage. d'accord, ok. Après, une chose aussi qui est importante pour moi, c'est le sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'innovation, est-ce que ça fait du sens? Parce que Hmm, j'aimerais aussi, enfin, beaucoup de designers doivent le penser, c'est avoir un impact positif sur la bien société. sûr, ouais, tout à fait. Quelque part, en travaillant chez les Furets, je me suis dit, c'est pas juste un comparateur, c'est comment je pourrais faire pour aider les Français à perdre moins d'argent. Pour moi, ça me semble un but qui est un peu social, pour dire, effectivement, peut-être que les gens payent trop cher leur assurance, peut-être qu'ils ont des mauvais produits d'assurance ou bancaires, et si je peux les aider à économiser de l'argent, eh ben, je serais fier. Et peut-être plus tard, ça serait des trucs un peu plus peut-être environnementaux, Hmm, mais j'aimerais pouvoir me dire que je contribue à un produit, un service qui a un impact positif pour le monde. d'accord, ok, très bien. Autre question, qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Et par mes études, j'ai fait des études en littérature, donc en psychologie, etc. Et du coup, euh, j'ai comment dire, un bon ratio entre un esprit disons, analytique, où j'aime beaucoup analyser, j'aime bien les chiffres, enfin, je parle de littérature, ça n'a rien à voir, mais j'ai un esprit assez analytique. J'ai bossé comme web marketeur, j'ai fait du SEO, j'ai fait de D'accord, web analytics, et du coup, j'ai aussi une passion pour les chiffres, pour la mesure, pour les graphiques et tout. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là, qui rebute aussi pas mal de designers. Et j'ai aussi un côté créatif, puisque j'étais designer à la base, et j'aime bien, dans ce métier-là, le fait de pouvoir jouer sur une partie très analytique. On va comprendre, on va faire de la recherche user, on va faire des entretiens, une partie très ouais, sciences humaines, justement, d'accord. comment mener Ouais. une bonne interview, comment lire entre les lignes, comment avoir de l'empathie. Et puis une partie qui est vraiment créative, donc D'accord, ok. je sais Ensuite, pas si ça me différencie beaucoup, mais... si, c'est une bonne, finalement, c'est une bonne définition Et puis le côté aussi business qui m'intéresse beaucoup. ouais, Et vraiment pouvoir faire le lien entre répondre à des attentes clients, mais aussi la notion de business qui est importante. d'accord, ok. Ben, finalement, c'est une bonne définition de ta personne. Ensuite, pour la dernière question, je voudrais
que tu me dises comment que tu vois ton métier de designer dans 5 ou 10 ans, en tout cas dans le futur. Alors comment je me vois, je sais pas trop. Moi, j'aime beaucoup le management. Donc le challenge, c'est comment on fait pour euh, manager une équipe qui est de plus en plus grosse tout en étant toujours designer et pouvoir ne pas faire que du management. Et quand je dis management, c'est pas être le chef, j'aime beaucoup faire grandir les gens, faire en sorte qu'ils soient épanouis, les aider à enfin, créer de la collaboration, créer de l'émulation, ça c'est, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. D'accord? Les aider aussi à des fois surmonter leur blocage. Personnes qui, par exemple, ont du mal à parler, à comment animer des ateliers, et puis tout d'un coup voir qu'ils prennent la parole, ils prennent confiance, c'est hyper, hyper fort. Donc j'aime beaucoup ça, donc plutôt D'accord? aller vers des postes de management où je puisse vraiment aider les personnes. Après, sur le rôle du designer, en fait, je suis pas persuadé qu'il évolue beaucoup. Je pense que les technos vont évoluer, les services vont évoluer, mais la démarche, il y aura toujours besoin de régler des problèmes. Hmm. Et le design thinking, je pense qu'il y aura toujours cette logique de c'est quoi les problèmes des gens, il faut aller les comprendre et pas juste deviner ce qu'ils pensent. Euh, je pense que ça va se spécialiser au sens où il y aura vraiment de plus en plus des UX researchers qui vont ne faire que ça, qui vont être experts sur la recherche, tous les modes de recherche primaire, secondaire, etc. Des UX writers qui vont être vraiment sur l'UX Sur les mots. de l'écriture. Hmm. Enfin, je pense que ça va vraiment se diversifier avec des vraies disciplines, un peu comme le domaine médical. Tout début, il y avait le médecin. C'est le médecin qui faisait Ouais, tout tout. à fait. Ouais. Voilà, Hmm. c'était un humaniste, il gérait tout type de maladies, les chirurgies. Et puis, bah, avec la professionnalisation, ça s'est décliné en plein de spécialités. Il y a les cardiologues, les angiologues, les machins comme ça. Donc je pense que ça va un peu aller dans ce sens-là. D'accord. C'est amusant parce qu'en fait, il y a quelques semaines, sur LinkedIn, d'ailleurs, sur Twitter aussi, il y a une image qui montrait le métier de web designer il y a 10 ans. Donc, c'était web designer. Et il y a 10 ans. Et en 2018 ou en 2019, tu avais donc il y a Mhm. une partie de la liste que tu avais citée, designer d'interface, UX designer, UI designer, etc. etc. Mhm. Et donc, c'était amusant parce que quand tu parlais de professionnalisation, effectivement, bon, la plupart des termes, je les connaissais dans la colonne de droite, mais effectivement, il va certainement avoir d'autres métiers qui vont pouvoir s'ouvrir plus comme par exemple designer VR ou Oui, oui, bien sûr, ouais, après, ouais, voilà, designer d'IA ou ouais, des ouais, choses tout à comme fait, ouais. ça. Ouais. Et je pense que c'est un peu différent comme un game designer ou des choses comme ça, quoi. Mhm. Et donc, pour conclure cette interview, je voudrais te la laisser et te laisser la conclusion. Et je voudrais que tu puisses nous donner, en tout cas donner à nos auditeurs, un conseil sur le design thinking ou le rôle du designer. Je te laisse la conclusion. Alors, il y a une chose à laquelle je pense, c'est un conseil pour les jeunes designers, que ce soit UX, UI ou autre chose, c'est de ne pas rester cantonné dans leur rôle de designer. Même s'ils sont excellents, c'est vraiment de sortir de leur scope. Et un point aussi, c'est que personne ne réglera leurs problèmes. Si les gens ne... Ne Si, sors pas de leur bulle, c'est ça que tu veux dire? ouais, si par exemple, ils se plaignent que voilà, le brief, il répond pas à un vrai problème, et il y a beaucoup qui vont se plaindre. Alors, Hmm, il comprend pas ça et tout. Encore une fois, je prends l'exemple du développeur qui respecte pas la maquette et tout. hmm. Si le process est pas bon, si la communication est pas bonne, il n'y a pas un responsable process dans l'entreprise. Donc c'est souvent un peu le rôle du designer. Donc mon conseil, c'est euh, dépasser son rôle. C'est-à-dire que si un... En fait, le designer, c'est je peux dire, un résolveur de problèmes. Et les problèmes de communication, les problèmes de process, les problèmes de plein de choses, en fait, lui, en tant que designer, il a la méthode pour régler tout ça. D'accord. Des fois, il y a des problèmes dans, dans des boîtes où j'étais, l'équipe juridique s'entendait mal avec l'équipe marketing. Il y D'accord. avait des tensions comme ça, et moi j'étais impliqué un peu dans un projet un peu par hasard. Et en fait, les deux équipes avaient pas mal de critiques l'une envers l'autre. Et en fait, ils se sont jamais parlé, ils se sont jamais dit les choses clairement. Et donc, des fois, en fait,
la démarche design thinking, de dire c'est quoi le problème, de mettre les choses les uns en face des autres et puis dire les choses de manière bienveillante, transparente, même si des fois ça peut être un peu blessant, et ben en fait ça règle aussi beaucoup de situations. Et dire ok, on a ce problème-là, effectivement, à chaque fois qu'on dans ce projet-là, il y a du délai, etc. Ok, c'est dû à quoi le problème? Et des fois, on peut mettre en place un atelier design thinking pour régler un problème typiquement sur du process, pour dire ok, on a trop de délai à chaque fois entre telle étape et telle étape. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire c'est quoi le problème, d'où ça vient? Ah oui, t'as les maquettes trop tard, ok, t'es pas intégré, donc on liste les problèmes, comme on liste des pain points user. Ok, on a plein de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème? D'accord. Idéation, ok, on peut faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ensuite, convergence, ok, on a plein de solutions, on commence par laquelle? On commence par celle-ci, ok, on teste ça 2 semaines, et puis dans 2 semaines on se voit, et puis on dit, si ça marche pas, on prend la deuxième idée. D'accord. Donc c'est un peu appliquer la démarche un peu pour tout. Pas attendre que les gens résolvent vos problèmes et chercher à les résoudre vous-même, mais vous-même pas tout seul, en impliquant les autres, mais sortir de son scope, D'accord. et aller Ok. vers les autres. D'accord. Donc ça, c'est le. Est-ce que tu as d'autres conseils? En fait, il y a beaucoup de soft skills qu'il faut. En fait, c'est un peu la différence entre les différents degrés de Oui, designer, c'est d'accord. Ok. qu'il y a les hard skills qui sont effectivement, je suis un bon designer au sens où je fais des belles maquettes, etc. Donc ça, c'est des belles interactions, et ça, c'est du hard skill. D'accord. Ce qui va faire grandir un designer, c'est le soft skill. D'accord. Parce qu'on peut être excellent, mais si on est impossible à vivre, ou si on n'est pas assez fin politiquement pour comprendre un peu les jeux de pouvoir internes, on sera qu'un très bon designer, mais qui sera cantonné à faire des belles maquettes. Après, il y en a qui peuvent aussi vouloir ne faire que ça, et ils sont tranquilles, et puis ça leur va très bien. Mais si on veut avoir vraiment un impact dans une société, il faut avoir cette finesse un peu politique, de comprendre un peu les enjeux, de parler tout de suite et d'aller voir les autres. D'accord. Donc de plus s'impliquer dans les process et surtout de se tourner vers les autres. Se tourner, vraiment d'écouter, encore une fois, Hmm. on n'a pas forcément des préjugés. Et pareil, on peut avoir des solutions, mais encore une fois, c'est d'abord le problème, ensuite la solution. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci encore David pour cette interview. Merci à toi. Et voilà, c'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi et de connaître un petit peu cette démarche de design thinking. J'espère que cette interview vous aura donné aussi de l'inspiration et pas mal de conseils. Encore merci David. Merci à toi. Et puis donc à très bientôt pour un prochain podcast. Merci encore. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!